Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo de la série des cours de sécurité des systèmes d'information, dans cette cinquième et dernière partie du chapitre Initiation à la cryptographie, dans cette partie, je vais parler en fait d'un domaine que j'aime bien le discuter à chaque fois qu'on parle de la cryptographie. C'est ce qu'on appelle la stéganographie. Donc pour un petit rappel, tout ce qu'on a fait dans ce chapitre-là, si on a parlé de la cryptographie, on a dit que c'est l'art de transformer une information qui a un sens, un message qui a un sens, une information compréhensible, à une autre qui n'a aucun sens. Pour la transmettre, pour l'envoyer par mail, pour l'envoyer dans une communication, pour l'utiliser dans le stockage dans quelque part, en fait. Le problème de la cryptographie, en fait, ou bien l'existence de la cryptographie, si un attaquant euh, attaque le système de communication ou bien intercepte les messages chiffrés, s'ils sont chiffrés, c'est que forcément ils contiennent des secrets. Donc l'attaquant, il est sûr qu'il y a des secrets en train d'être partagés. La stéganographie, en fait, c'est une autre science qui est aussi ancienne comme la cryptographie. C'est aussi une technique qui permet de cacher une information d'une façon que l'attaquant ou bien n'importe quelle personne qui intercepte des messages envoyés ou bien des données envoyées ou bien des données stockées ne peut en aucun cas savoir qu'il y a un message secret caché. En fait, la stéganographie, c'est l'art d'encastrer une information secrète dans une autre information qui est claire. Comme illustre euh, cette figure à droite, qu'on a une image originale et une image qui contient un message secret, et on remarque qu'il n'y a pas de différence entre eux. Et c'est l'objectif de la stéganographie. Comme l'image, bien sûr, la stéganographie a été étudiée, elle est largement utilisée dans différents cas. Donc, comme illustre l'image à gauche que j'ai pris d'une scène de la série Prison Break, et le principe en fait de la série lui-même que ce prisonnier il a caché tout le plan du prison dans son tatouage dans son corps afin de s'échapper du prison. La stéganographie comme la cryptographie, elle est très ancienne. En fait, selon les documentations qui existent, elle revient euh, vers les années entre 480 et 425 avant la naissance, avec l'historien et géographe romain Hérodotus. Il y a d'autres documentations qui parlent de la stéganographie qui est un peu plus ancien que ça, avec la première empire japonaise. Donc Hérodotus, il avait un esclave, son esclave préféré, Stasius, je ne sais pas comment ça. Donc son esclave, il a commencé à raser ses cheveux et tatouer un message secret et attendre jusqu'à ce que les cheveux, en fait, l'esclave aura des cheveux pour l'envoyer dans des missions avec ses contacts secrets, avec ses camarades, dont il possède aussi de euh, raser d'une autre fois la tête de l'esclave pour lire le message secret. Il y a aussi des archéologues qui ont découvert dans la culture romaine des tablettes en cire. C'est des tablettes qui disent que même Hérodotus les a utilisées déjà. C'est des tablettes en bois qui sont remplies au milieu par des cires pour écrire en cire en fait, pour écrire des messages. La tablette spéciale d'Hérodotus qui a été découverte en Rome, lorsqu'ils ont enlevé la cire qui existe, ils ont découvert un autre message qui a été écrit directement sur le bois et couvert par la cire qui a été colorée, qui empêche de lire le vrai message dans
le bois. Dans la guerre des États-Unis aussi, la guerre civile aux États-Unis entre le Nord et le Sud, etc., ils ont découvert aussi une forme d'encre invisible qui, jusqu'à ce moment, il y a des histoires que des encres ou bien euh, des liquides en carbone qui ont été utilisés dans les prisons pour transmettre des messages. Ces liquides qui ne peuvent en aucun cas être visibles sauf sous certaines conditions, soit en, en posant de l'encre visible sur la feuille, ou bien avec des liquides qui sont riches du carbone, c'est de passer la feuille au-dessus d'une source de feu. L'exemple le plus célèbre de la stéganographie et le plus connu, c'est le Mona Lisa. C'est le tableau de Mona Lisa qui contient beaucoup de secrets du génie connu Leonardo da Vinci qui a dessiné ce tableau-là. Donc, c'est, je vous conseille en fait de voir ce documentaire-là. Il y a les deux versions dans YouTube, la version française et version anglaise. Vous allez découvrir des grands secrets de Leonardo da Vinci derrière le tableau de Mona Lisa. Le plus grand secret, c'est qu'il y a deux femmes qui sont dessinées l'une au-dessus de l'autre. Donc la vraie Lisa, Lisa di Giacondo, elle a été cachée par un autre dessin qui a été dessiné juste au-dessous. Des techniques aussi qui ont été découvertes dans la guerre froide, dans certaines guerres dans le monde, c'est les micro-points. C'est des points, c'est des images, des textes qui ont été scannés et ils ont été réduits jusqu'à la taille d'un point dans un texte et ils ont été mis dans des textes normaux comme le point ici qui est entre le A et le V. Et selon certaines conditions, on peut visualiser, on peut zoomer sur le point pour trouver le texte caché. Et il y en a beaucoup plus que ça d'exemples de stéganographie, mais vu le temps, on ne peut pas vraiment citer le tout. Le principe de stéganographie par rapport à la cryptographie et la différence, c'est un principe simple, c'est un principe qui est basé, comme on l'a dit, à cacher l'information d'une façon que personne ne suspecte qu'il y a une information secrète. C'est-à-dire de changer une certaine, ou bien cacher une certaine donnée à l'intérieur d'une autre donnée sans faire altérer, si on parle du domaine numérique, sans faire altérer par exemple la taille de la donnée utilisée pour cacher le message secret. Donc on a une donnée de couverture ou bien une donnée, un canal pour cacher en fait l'information et un message secret. Et optionnellement parfois, comme la plupart des outils qui existent maintenant, ils utilisent une clé ou bien une passe-phrase, un mot de passe qui est optionnel et une fonction d'encastrement qui permet d'encastrer le message M de message secret dans la donnée de couverture, d'une façon que la donnée de couverture semble, ou bien le stégo donnée, comme on appelle, semble exactement comme la donnée de couverture originale. Bien sûr, il y a la fonction inverse d'encastrement et qui permet de lire la clé et rendre le message M à partir de la donnée de couverture. Il y en a bien sûr plusieurs types d'algorithmes ou bien types de techniques de stéganographie. La stéganographie en fait du texte qui permet de cacher un texte dans un autre texte. C'est comme par exemple de cacher un mot de passe ou bien une phrase importante dans les initiatives des mots d'un paragraphe. Donc si on récupère les initiatives des mots ou bien on récupère les deuxièmes lettres du mot par exemple d'un paragraphe, on trouve le message original. Il y a la stéganographie des images qui permet de cacher une information, quel que soit un texte, une information ou une image dans une autre image en modifiant d'une façon mathématiquement calculée
les pixels de l'image ou bien les couleurs de l'image. On joue sur le jeu de couleurs, comme l'exemple de tableau de Mona Lisa qu'on a parlé avant. Il y a la stéganographie des vidéos. Aussi, c'est cacher une information dans les frames de vidéo, parfois dans l'audio de vidéo, cacher des images dans l'ensemble des frames en se basant sur que l'œil humain ne peut pas, ne peut pas visualiser tous les frames d'une vidéo ou bien de distinguer tous les frames à la fois, c'est-à-dire la vitesse de vidéo permet de cacher une information. Il y a aussi la stéréographie d'audio, c'est cacher un signal sonore dans une séquence audio. C'est comme les ultrasons, comme le phénomène qui a fait un peu de buzz ces dernières années. C'est un phénomène qui a été connu dans YouTube selon le nom, oui, de la drogue numérique. Pardon. C'est des ultrasons qui permettent de jouer sur le système neuronal ou bien le système neural de l'être humain. C'est des ultrasons qu'on n'entend pas par nos yeux, par nos yeux, pardon, mais on peut à un certain moment être influencé par ces ultrasons. Et aussi la stéganographie de réseau, qui a des techniques aussi qui ont été utilisées pour cacher des informations dans les zones têtes des protocoles réseau. C'est ce qu'on voit par exemple dans les protocoles IPsec, etc. Euh, c'est d'ajouter des zones têtes contenant les adresses IP, contenant peut-être les destinations, les ports d'utilisation, comme les protocoles SSH et SSL qui cachent la clé de chiffrement, par exemple, et les clés de déchiffrement à l'intérieur de l'entête du paquet envoyé dans le réseau. Pour dire qu'un algorithme ou bien qu'une technique, c'est une technique de stéganographie, il y a certaines caractéristiques à respecter. Premièrement, c'est la transparence. C'est que la différence entre la donnée de couverture originale et la donnée stéganographiée, ou bien la donnée de couverture après l'ajout du message secret, elle ne doit pas être claire. On ne peut en aucun cas distinguer entre les deux données. Bien sûr, l'algorithme doit être robuste, ou bien le message secret doit être robuste, c'est-à-dire il ne doit pas être influencé par les différentes modifications. Si on fait la stéganographie des images et on compresse l'image, si on décompresse l'image et on extracte notre message secret, on doit avoir le message secret comme il est. Et bien sûr, la résistance à l'alternance ou bien personne ne peut modifier le message secret en modifiant la donnée de couverture. Bien sûr, il y a plusieurs algorithmes de stéganographie, mais on parle généralement d'un seul qui est très connu, qui est très utilisé, c'est le LSB qui est utilisé dans la stéganographie des images, en prenant l'image comme un ensemble de pixels qui ont codé en mode RGB, donc en 3 octets, ou bien chacun des couleurs, chacun des composants codés sur 8 bits, c'est-à-dire sur le pixel est codé sur 24 bits. Donc on aura 255 couleurs différentes, ou bien 256 couleurs différentes. Et le principe de least significant bit, c'est que la sécurité, ou bien on peut cacher un message en basant sur le fait que l'œil humain ne distingue pas, euh, ne distingue pas les petits changements de couleur. C'est-à-dire si on change, par exemple, si l'exemple dans cette image-là, on a par exemple un octet de 8 bits. Donc si on change le bit le plus fort ou bien le bit de poids le plus fort, euh, cela va provoquer un changement radical dans la valeur du couleur. Mais si on change le bit le plus à droite, du poids du poids le plus faible, cela va provoquer un petit changement qui peut-être c'est de 0,00002%.
ou bien ce que l'œil humain ne peut pas distinguer. Donc le principe, c'est un principe très simple, c'est choisir selon le codage du caractère. On a par exemple un caractère A qui est codé sur 8 bits, ou bien sur 7 bits. Donc 7 bits, on a besoin, puisque chaque pixel est codé sur 3 octets, donc on a besoin exactement de 3 bits pour pouvoir en fait cacher les 7 bits différents. Donc les 7 bits sont cachés dans 3 octets ou bien dans les 24 bits qui existent. Donc en prenant chacun des octets et en remplaçant le bit du poids le plus faible par le bit correspondant du caractère. Bien sûr, s'il s'agit d'un message qui est composé de plusieurs caractères, l'algorithme LSB désigne un bit de début et un bit de fin. C'est deux octets qui seront modifiés pour définir le début et la fin du message. Donc comme l'exemple ici, par exemple le deuxième octet il finit par un 0 alors que le deuxième bit du caractère A c'est du 0, donc on le garde et on passe au deuxième octet pour placer le deuxième bit et ainsi de suite. Sans faire tarder, on va parler un peu de la stéganographie en pratique en fait. Donc il y a plusieurs outils sous Linux et Windows qui existent déjà, qui sont open source, qui existent, qu'on peut l'installer, qui sont gratuits. Et il y a un outil qui est déjà intégré dans Windows qui s'appelle, ou bien la technique les flux ADS. Donc en commençant par la partie pratique de la stéganographie, je vais commencer par le système Linux, par un outil que j'ai déjà installé. C'est un outil que j'ai parlé avant, c'est un outil en fait, pardon, c'est un outil open source gratuit qu'on peut installer dans Linux, qui marche sous terminal, c'est en mode commande. Il s'appelle StegHide, on peut l'installer, il n'est pas très lourd aussi, c'est simple. Donc j'ai déjà installé, on peut voir les options, les différentes options qu'il contient. Par exemple, il y a les différentes commandes comme embed pour dire encastrer, extracter l'information, avoir des informations, avoir les différentes modes et algorithmes de chiffrement utilisés. En fait, StegHide par rapport aux autres outils, il a une option de plus, c'est qu'il peut cacher une information claire dans une image, comme il peut chiffrer l'information avant de la stocker dans l'image. La version licence, etc. Il y a ici aussi les options d'encastrement, -EF, -CF, chacune avec sa désignation, et les options d'extraction. Il y a même à la fin deux exemples de commandes que vous pouvez baser sur pour utiliser cet outil-là. Donc, je vais commencer à l'utilisation de cet outil. Je vais cacher ce fichier-là, MDP, qui contient des mots de passe, qui contient des messages en clair. Oui, c'est qui contient des messages dans cette image-là que vous voyez ici. Donc, l'image, elle est claire. Si consulte par exemple la taille de l'image, c'est 600, ou bien la taille du fichier d'image, c'est 605,5 kilooctets. Donc, en commençant par la commande, c'est embed cf.p.gpeg -ef mdp. Il va demander une passe-phrase, sinon je peux la spécifier la passe-phrase par -p directement. Je vais la confirmer. Donc embedding mdp dans le fichier d'image. Si je consulte l'image,
je ne trouve pas le texte qui est empty, qui est encastré. Si même je consulte la taille, elle ne change pas. Il y a un petit changement ici en termes de quelques octets de 438 à 453. C'est un changement qu'on ne peut pas remarquer en général en tant qu'utilisateur du système. Donc, c'est l'un peut-être des inconvénients de l'outil StegHide. Donc, on peut aller à l'extraction, pardon, on dit en StegHide, extract, moins sf, p.gpg. Il va demander le passphrase. Si le fichier doesn't already, c'est-à-dire si le fichier n'existe pas, déjà existe, est-ce qu'on le remplace, est-ce qu'on l'écrase? Je vais dire non pour le comparer. Donc, et alors, il n'a pas écrit le fichier. Ou bien, pour bien voir le résultat, je vais supprimer mon fichier. Alors, je vais trouver mon fichier MDP qui contient les données claires que j'ai cachées. Comme j'ai dit avant, le problème de StegHide, c'est juste qu'il y a un changement toujours en termes de taille en fait des fichiers. Cela nous permet de passer par exemple à Windows. Windows, comme j'ai dit, il y a une technique déjà intégrée dans le système Windows. Et comme vous voyez ici, donc une technique qui s'appelle les flux ADS ou bien Alternative Data Stream. Je vais créer un dossier. C'est un dossier qui est vide, qui ne contient rien. C'est une technique qui permet de cacher des messages de texte, c'est la stéganographie du texte. Si on visualise la taille du fichier, c'est 0 octet. Et je vais partir au CMD, c'est à l'utilisation des streams et de la redirection des commandes. Je vais accéder à mon bureau et je vais exécuter cette commande. Je vais faire echo un mot de passe, un certain mot de passe, et je vais faire une redirection vers dossier et créer un stream, un flux par le séparateur de points comme vous voyez ici dans le slide. Ce séparateur, donc le fichier de couverture, la donnée de couverture et le passphrase qu'on va utiliser pour cacher la donnée et la donnée ou bien le message secret. Donc je vais le nommer par exemple m.txt. Bien sûr, comme vous voyez ici, rien ne va se passer. Si je vois le contenu du dossier, je ne trouve rien. Même si j'affiche option de dossier. Même si j'affiche les fichiers cachés et je ne masque pas les fichiers protégés par les systèmes. Non, cliquez, OK. Je ne trouve pas. Même si je fais une recherche sur le fichier m.txt dans le PC, pardon, m.txt et m.txt, le fichier m.txt n'existe pas. Et une autre information, c'est que si je visualise ou bien je consulte la taille de mon dossier, il ne change pas. Mais si je mets cette commande, notepad, dossier, m.txt, j'aurai mon message secret qui a été caché dans le dossier. Je peux faire la même commande pour cette image-là.
Je vais la nommer img pour faciliter les trucs. Donc, je vais utiliser notre commande qui rendre du texte. Je vais dire dir, c'est l'équivalent de ls dans Windows. La taille de l'image, c'est 548 kilooctets. C'est exactement 561 276 octets. Si je fais dir et img.jpg, deux points, secret.txt. Donc, si je fais une autre consultation de la taille de l'image, ça ne change rien. Si je clique sur l'image, l'image s'ouvre normal. Et le texte que j'ai intégré n'est pas clair ici. Mais si je mets notepad image.jpg, secret.txt, pardon, sect, pardon, je l'ai nommé sect. Voilà, il contient. Même si j'ajoute des centaines, des milliers de flux, la taille de l'image ou bien la taille du dossier ne change pas. On peut avancer par exemple en continuant sur notre projet la dernière fois, un projet où on a créé une clé publique RSA avec une clé privée RSA qui est protégée par un chiffrement symétrique AES 256 bits qu'on a utilisé pour chiffrer un fichier des mots de passe et le signer pour protéger contre la modification. Le problème maintenant, si la passe-phrase de la clé privée, on l'oublie pour l'utiliser en fichier symétrique, en fait, pour générer la clé de chiffrement symétrique. Je peux utiliser les flux ADS dans Windows pour cacher la passe-phrase dans l'un de ces fichiers ou bien tout simplement dans le dossier cryptographie. Comme ça, ce que j'ai besoin de se souvenir, c'est juste le nom du stream, c'est juste le nom du flux que j'ai utilisé pour cacher la passe-phrase, la clé secrète qui nous permettent de déchiffrer le fichier du mot de passe. Donc sur cela, on se termine avec le chapitre Initiation à la cryptographie. Je vous vois, Inch'Allah, dans le prochain vidéo, dans un prochain chapitre, en parlant sur les attaques informatiques.